Alors maintenant, on va aborder la partie la plus importante, je dirais, de cet exposé qui concerne les enjeux de référencement, les enjeux de SEO. Donc je laisse la parole à Olivier Andrieux qui vient directement de Strasbourg pour nous. Je crois que c'est pas sa première présence en Corse. Il est déjà venu, me semble-t-il, il y a plusieurs années pour un certain nombre de présentations. Et en tout état de cause, on est ravis de l'accueillir. C'est quelqu'un qui est assez connu dans ce monde du référencement. J'imagine que certains d'entre vous le connaissent également. Certains sont des fans, si j'ai bien compris. Voilà, à toi la parole. Merci. Merci. Ça va? Vous m'entendez bien? Ça va? Bonjour. Ça va? J'ai pas fait de faute? Ça va. Je voulais vous présenter un certain nombre de choses sur le référencement ce matin. Donc, vous avez mon adresse mail pour le service après-vente de la conférence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser par la suite. Voilà, je suis ravi d'être ici. En fait, oui, Bertrand le disait, je crois en fait que ma première conférence sur le sujet d'Internet, c'était en 93 ou 94. C'était à Bastia. Donc je suis venu à Bastia parler d'Internet. Alors, on ne parlait pas de SEO, on parlait plutôt de référencement naturel sur les outils de l'époque, je vais en parler un petit peu. Mais voilà, donc 25 ans après, je reviens sur les lieux de mes méfaits pour faire un petit peu un point sur où est-ce qu'on en est sur Internet. Parler un peu, bien sûr, de nom de domaine et d'extension, mais pas que, hein, il y aura une petite partie là-dessus. Mais plutôt essayer d'aborder également, de façon la plus large possible, le sujet de ce qu'est le SEO aujourd'hui, peut-être demain aussi un peu, où est-ce qu'on va, et puis donner un certain nombre d'informations, et puis à la fin, bien sûr, répondre à vos questions du mieux possible. Donc je m'appelle Olivier Andrieux, je suis basé à Heiligenstein, un petit village sur la route du vin en Alsace, patrie du Klevner, c'est un excellent vin blanc depuis 1742, un excellent vin blanc qui se boit depuis l'apéritif jusqu'au dessert, mais le vin de Corse c'est très bon aussi. J'ai fait une petite dégustation hier soir. Donc voilà, j'étais sur Minitel pendant des années. Et puis j'ai switché sur Internet en 93, et puis j'ai créé ma société Abondance parce qu'à l'époque il fallait être bien classé par ordre alphabétique dans les annuaires, qui classaient leurs résultats par ordre alphabétique. Évidemment ça n'a plus aucun intérêt aujourd'hui, mais j'ai bien sûr gardé le nom Abondance. C'était déjà un choix de nom de domaine, hein, abondance.com et abondance.fr étaient dispo. Donc mon activité, donc je suis consultant en SEO, donc je ne fais pas le référencement pour mes clients, je ne fais pas le référencement des sites de mes clients, je m'occupe du référencement de mes sites et j'explique à mes clients ce qu'ils doivent faire pour être bien référencés. Donc c'est des audits de sites, du conseil, de l'accompagnement, notamment pas mal d'accompagnement sur les migrations. En 2017, il y a eu une grosse vague de migrations HTTP, HTTPS. Et puis sinon, bon, c'est que ça a continué en 2018 encore, ça s'est un peu calmé maintenant, et puis bon, il y a toujours des migrations de sites ou de noms de domaine, etc. J'aurai peut-être un petit peu l'occasion d'en parler. Sinon, des conférences, des formations, des livres, voilà. Et puis les sites web, alors les sites web, je voulais juste les présenter en 2 mots. Donc Abondance, c'est à la fois, c'est ma veille technologique, enfin ma veille sur le SEO que je mets en ligne tous les jours. Ça me permet aussi de me challenger pour essayer de bien positionner les articles que j'écris sur Google chaque jour. Formaceo, c'est une formation en ligne au SEO, en vidéo. Outil-Ref, c'est un outil d'audit automatique gratuit. Réacteur, c'est la lettre d'information mensuelle pour aller un petit peu plus loin sur un certain nombre de sujets. Et puis définition SEO, j'en parlerai peut-être s'il y a des questions là-dessus, mais c'est un site que j'ai lancé il y a 1 an, juste au mois de mars 2018, qui a vocation bien sûr à fournir des informations sur les définitions autour de tous les mots, de tous les termes autour du SEO. Et c'est aussi un site qui a vocation à être un laboratoire de recherche pour les featured snippets. J'en parlerai un petit peu tout à l'heure. C'est des informations qui sont en position 0, c'est-à-dire au-dessus des résultats naturels, et surtout sur la recherche vocale. Comment être audible, parce qu'on pense que la recherche vocale, c'est un peu l'avenir du search finalement. Ça se met en place petit à petit, donc comment être audible, en plus d'être visible sur les outils de recherche ou sur les assistants vocaux de type Amazon, Alexa, Amazon Echo ou Google Home, Siri et autres. Donc ça fait partie d'une grosse partie de mon temps de recherche et développement à l'heure actuelle pour essayer de comprendre comment fonctionne la recherche vocale. Donc on pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Voilà pour ce qui est de la présentation. Donc en fait j'ai essayé d'axer
cette présentation sur, je me suis dit, j'étais là il y a 25 ans pour parler d'Internet. Moi, je suis revenu entre-temps quand même, hein, heureusement, hein, je ne viens pas tous les 25 ans en Corse, ne serait-ce que pour le plaisir. Donc je me suis dit, c'est peut-être intéressant d'avoir une vision sur les 25 ans qui viennent de s'écouler, alors en parlant rapidement des premières années, mais il y a aussi peut-être des leçons à tirer de ces premières années. Donc j'ai fait ça par décennie. Pour voir un petit peu ce qui s'est passé, avec un peu j'ai essayé de mêler un peu de la vie du cinéma autour de... Donc là j'ai mis La fièvre du samedi soir, les années 90, parce que c'est un film de cette époque. J'aurais pu mettre un western aussi, parce que c'était un peu le western quand même à l'époque, hein, le SEO. Enfin, on ne parlait pas de SEO, on parlait de référencement naturel. Alors bon, je vais aller vite sur les années 90, mais c'est assez intéressant quand même. Déjà, il y avait plusieurs moteurs. Lycos, Infosys, Excite, Webcrawler, etc. Donc c'était compliqué de faire du SEO sur plusieurs moteurs différents. Aujourd'hui, finalement, on a... Alors je ne sais pas si c'est une chance ou pas une chance, mais en tout cas, la situation, c'est qu'il n'y a qu'un moteur, c'est Google, quasiment. Donc il n'y a qu'une optimisation à faire. Mais à l'époque, il y avait plusieurs moteurs avec plusieurs optimisations possibles. Ils ne fonctionnaient pas tous de la même façon. Et ce n'était pas si évident que ça. Bon, par contre, les algorithmes étaient assez simples, donc le référencement naturel, c'était en gros, c'était quand même assez simple. Alors juste sur ces anciens moteurs, en règle générale, la seule chose dont les gens se souviennent, c'est le labrador noir de Lycos. Lycos va chercher, c'est à peu près, c'est le slogan. Les moteurs, personne ne s'en souvient, mais le chien de Lycos, ça va, c'est resté dans l'esprit. Donc les algorithmes étaient simples, bien sûr, et le critère de pertinence le plus important, c'était le nombre de fois où le mot était dans le texte. Donc plus il y avait de fois un mot dans le texte, plus pour les moteurs, la page était pertinente pour ce terme, pour cette expression. Donc ça a généré pas mal de répétitions, pas mal de keyword stuffing, de bourrage de mots-clés, évidemment, hein, et des gens qui allaient un peu trop loin, comme d'habitude. Mais en même temps, c'était assez simple, le référencement était assez simple à l'époque. En 96, décembre 95, puis 96, Alta Vista arrive, qui est un petit peu notre Madeleine de Proust à nous, vieux référenceurs, parce que c'est surtout là-dessus, sur ce moteur, qu'on a vraiment commencé à apprendre notre métier, avec la balise Meta-Keywords. Donc on mettait les mots-clés dans une balise invisible pour les internautes. Bon, ça marchait bien aussi, hein, pareil, hein, on mettait les fautes d'orthographe, on mettait un certain nombre de choses, les mots accentués, non accentués, bref, on mettait jusqu'à 100 mots dans la balise Meta-Keywords, bref. Donc le keyword stuffing avec des balises Meta-Keywords où il y avait un peu tout et n'importe quoi, le texte en blanc sur fond blanc, on a connu ça aussi, ou le texte en blanc sur fond jaune très clair, enfin bon, ou dans les balises NoScript, enfin bon, ce qui est assez marrant, et finalement ce qu'on voit, ce qui n'a pas changé, c'est cette dichotomie entre les gens qui font du travail propre et les gens qui essaient de manipuler Google. En fait, ça a toujours existé. Alors, c'était du texte en blanc sur fond blanc à l'époque. Aujourd'hui, c'est de la création de liens factices. Mais quelque part, il y a toujours cette notion de white hat. On fait du travail propre, pérenne. Black hat, chapeau noir. On fait du travail pour manipuler, pas pérenne. Mais ça marche, on essaie de manipuler les algorithmes des moteurs. Donc ça a vraiment toujours marché. C'est juste que les méthodes ont changé au fur et à mesure. Le problème des moteurs à cette époque-là, c'est comme ils étaient simples et comme les algorithmes étaient simples, ils étaient ultra spammés. Alta Vista, c'était tellement facile en spammant, en cachant du texte, on était premier sur n'importe quelle requête. Donc du coup, les résultats n'étaient pas pertinents et les gens n'étaient pas contents des résultats de recherche. Donc il y avait un vrai problème, à la fin des années 90, il y avait un vrai problème. Et ce problème, il a été résolu à cette époque-là par l'arrivée de Google, donc d'abord sous le nom de Backrub, massage du dos. Il faudra qu'on m'explique pourquoi le premier nom de Google, c'était massage du dos, j'ai jamais compris, pas grave. Il s'est vite appelé Google, et puis donc avec Sergey Brin et Larry Page, les deux cofondateurs ici, donc Google est arrivé. Et évidemment, il a changé la face du web, la face du search et la face du référencement. Donc, voilà, c'est fini pour les années 90, on a traité rapidement. On va aller à l'école des sorciers maintenant, avec Harry Potter. Mais c'est un peu ça, hein, parce que des fois, on se demande un peu, même nous, on se demande un peu, des fois on a des résultats ou pas de résultats, on ne sait pas trop pourquoi, quelle est la recette, la baguette magique, etc. Donc les années 2000. Alors là, effectivement, avec l'arrivée de Google, ça a quand même vachement changé les choses. D'abord, Google, par rapport aux autres moteurs, les moteurs précédents
se basait surtout sur des critères on-page. Hein. Est-ce que la requête est dans la page? Combien de fois? En haut, en bas, en gras, pas en gras, etc. Mais c'était vraiment l'analyse du contenu textuel, du contenu des pages. Critères on-page, in-page. Google a amené, donc, avec son PageRank, hein, l'analyse des backlinks, donc les critères off-page, la qualité des backlinks, les textes d'encre, etc. Il a amené une dimension supérieure dans l'analyse. Et du coup, pendant des années, Google a été étanche au spam, parce que, bon, maintenant ça a beaucoup changé, mais à l'époque, on savait, certaines personnes qui manipulaient le on-page n'arrivaient pas à manipuler le off-page, à manipuler les liens. Ça va, ça a bien changé. Mais voilà, il a quand même gagné quelques années, presque 10 ans, 5 ans, non, 10 ans, de répit quelque part. Et Google est arrivé avec des résultats beaucoup plus pertinents. Pas de pub à l'époque. Hein. Je rappelle que les concepteurs de Google avaient dit au départ qu'il n'y aurait jamais de publicité dans les résultats de recherche de Google. Bon, ça a un peu changé ça aussi. Il y a plus de pubs que de résultats naturels aujourd'hui sur Google. Mais en fait, il a tué les autres moteurs parce qu'il était aussi super pertinent. Très rapide, très simple, alors que les autres c'était un peu des arbres de Noël, etc. Bon, il a vraiment tué les autres moteurs. Il n'y a quasiment plus de moteurs. Enfin, on verra quelques chiffres tout à l'heure. Et c'est surtout les années 2000, c'est vraiment des années où les bases du référencement naturel, du SEO, se sont mises en place. Et c'est en fait l'acte fondateur du SEO date vraiment des années 2000, de 2000 à 2010. Après, j'ai presque envie de dire, c'est pas du détail, mais le métier s'est vraiment créé au moment des années 2000. Donc le SEO, on va un peu parcourir les fondamentaux, hein, tout ce qui est les fondamentaux du SEO, qui se sont créés la plupart du temps à cette époque-là. Donc la règle des 4C, donc le code HTML, bien sûr, hein, super important. Enfin, tout est important. La conception du site, le contenu éditorial, le texte. Et puis, il fallait un 4e C pour les liens, donc j'ai pris célébrité. Donc les backlinks et l'analyse des liens. Le code. Alors, partons sur le code. Je vais juste afficher l'heure, comme ça je ne pas trop déborder. Donc, on va regarder un petit peu les balises. Alors, ouais, c'est assez classique, hein, le code HTML, et pourtant, le constat que je fais, en tout cas dans mon travail au quotidien, c'est que les sites web bien conçus en termes de code pour Google sont extrêmement rares. Franchement, ça fait donc 25 ans que je fais du SEO, ça fait 20 ans que je fais des audits, à peu près un audit par semaine, donc ça fait quand même un certain nombre de sites analysés. Je crois qu'en 20 ans, j'ai vu un seul site web pour lequel je n'ai pas trouvé quelque chose à dire. Le truc qui m'a sidéré, quoi. Ouais, bravo les mecs, votre site il est super bien. Il y a toujours des trucs à dire, et parfois rien n'est implanté. Alors rien n'est implémenté, rien n'est intégré. Donc enfin il y a toute la gamme, hein, mais il y a toujours des choses à améliorer sur un site web. Donc c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus, parce que c'est quand même la base, c'est d'avoir un site qui est sain et qui est conçu pour Google, qui est vraiment Google friendly, qui est en fait je compare souvent le SEO à la création d'un gâteau. Hein. Si vous voulez faire un bon gâteau, c'est des bons ingrédients, c'est un bon moule et c'est un four pour faire cuire le gâteau. Les ingrédients, c'est le texte, le moule, c'est la création technique du site. Et le four, c'est les backlinks. Ce sont les backlinks qui vont faire mijoter le contenu, le faire gagner en popularité. Donc je vais juste parcourir ces points-là, mais pour moi, ils sont vraiment très importants. Notamment les balisations H6, qui sont certainement le point qui est le moins bien implémenté à l'heure actuelle. Alors les balises H1, H6, donc balises sémantiques, de structuration du contenu sémantique de la page, il y a deux façons de les voir. Après, il faut aussi que je dise, hein, ce que je vais vous dire aujourd'hui, ce n'est pas l'évangile selon saint Olivier, c'est ma façon de travailler. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Hein, je suis tout à fait ouvert à toutes les autres façons de travailler. Je fais des tests, je regarde, il y a des choses qui marchent pas, etc. Mais il ne faut pas
faire exactement ce que je dis. Il faut, de toute façon, le SEO, c'est toujours du test and learn. Je teste, ça marche, super. Ça ne marche pas, eh ben, j'essaie autre chose, c'est pas grave. On ne perd jamais hein, en SEO, mais on apprend toujours. Donc, moi, j'ai une façon de faire, j'ai des façons de faire. D'autres fonctionnent différemment et ça ne me pose évidemment aucun problème. On échange pas mal sur le domaine. Donc, notamment sur les balises H1, H6 notamment. Alors, il y a deux visions pour les balises H1, H6. La première vision, c'est je fais du développement propre. Donc, l'usage, je veux qu'il n'y ait qu'une balise H1, donc je mets qu'une balise H1. Je ne passe pas du H2 au H4 sans passer par le H3. Je ne mets pas de H6 avant le H1. Voilà, je fais quelque chose d'un développement en arbre assez classique. Et puis, ben, j'essaie quand même de mettre les balises H1, H6 aux bons endroits. Bon, ok, c'est une vision développeur qui me semble complètement logique. Et puis, vous avez la vision SEO, la faites à neuneu, open bar, faites ce que vous voulez, ça marchera. Vous voulez mettre 4 balises H1, vous mettez 4 balises H1, ça marchera. Vous voulez passer du H2 au H5, ça marchera. Vous voulez mettre un H6 avant le H1, ça marchera. Voilà. En fait, il n'y a pas de règle. Et Google n'a pas de règle pour les balises H1. Par contre, effectivement, en termes de développement, c'est pas propre. Ça fait pas beau, entre guillemets. Mais ça marchera, il n'y a aucun souci. Google ne va pas pénaliser une page parce qu'il y a 3 balises H1 ou parce qu'il y a du H6 avant du H1. Il s'en fiche complètement. Lui, ce qu'il veut, c'est du contenu à l'intérieur des balises. Donc, c'est plus une façon de fonctionner, une façon personnelle de fonctionner. Est-ce que je privilégie le SEO ou est-ce que je privilégie une façon de le développer un peu plus propre? Mais d'ailleurs, c'est à l'image une image générale. Est-ce que je privilégie l'UX? Est-ce que je privilégie le SEO? Est-ce que je privilégie les handicapés? Voilà, à un moment donné, il faut faire des choix et il faut faire des arbitrages entre certains choix. Et il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème majeur. Donc les balises H1, H6, par exemple, moi j'ai pris l'option SEO, clairement. Donc quand je montre mes structurations en balise H1, H6 à un développeur pur et dur, il me coupe en deux, quoi, hein, clairement. Donc c'est notamment par exemple le fil d'Ariane, je le mets en H6. Donc le fil d'Ariane, il est toujours, donc la navigation, c'est toujours avant le titre. Le titre il est en H1, bah, il y a du H6 avant du H1. Je mets un chapeau en H2, par un petit résumé toujours, un petit résumé de texte de 200-300 signes, donc un paragraphe dans un H2. Les balises H ne sont pas du tout faites pour ça. Bah oui, mais ça marche. Donc voilà. Et Google, ça lui pose absolument aucun problème. Donc bon, voilà, moi je privilégie l'aspect SEO, c'est normal, c'est mon métier. Mais je comprends très bien qu'on me dise, ouais, non, moi je développe proprement, je ne fais pas ça. Ok, très bien, pas de souci. Google, c'est 200 critères de pertinence. Voilà. Tu auras peut-être moins ou peut-être mieux, d'ailleurs, je ne sais pas, hein, en faisant comme tu veux, il n'y a aucun souci. Puis sinon, si ça marche moins bien, bah, tu te rattraperas sur les autres critères. Ça peut le faire aussi. Alors, sur les balises H1, H6 aussi, les recommandations que je fais, c'est d'avoir au moins les 3 premiers niveaux, H1, H2, H3, et si possible sur du contenu statique. Parce que en fait, les balises H1, H2, H3, enfin les balises H1, H6, elles sont utilisées par Google pour comprendre de quoi parle la page, et notamment, mais sur le H1 qui a plus de poids que le H2, qui a plus de poids que le H3. Si sur les 3 premiers niveaux, vous changez tout le temps le contenu, chaque fois que Google il va arriver, il va crawler la page, il va analyser, il dit mais de quoi elle parle cette page? Hier elle parlait de ça, aujourd'hui elle parle de ça, demain elle va encore parler d'autre chose. Il n'arrive pas à avoir une stabilité sémantique, une stabilité dans son analyse et sa compréhension. Donc c'est pas très bien. Après, à partir du H4, il y a moins de poids, bon à la limite on peut faire des choses. Mais alors, moi je recommande en tout cas d'avoir une stabilité dans le contenu et dans le temps sur les 3 premiers niveaux de balise H. Voilà, quoi dire de plus, bah, ça fait déjà pas mal sur les balises H1, H6. En fait, l'idée des balises H1, H6, alors moi j'utilise un petit outil, je vous le montrerai tout à l'heure, qui s'appelle Web Developer, une petite extension sur les navigateurs, Chrome ou Firefox ou Opera, qui va extraire le contenu des balises H de la page. Et il va montrer que le contenu des balises H. J'ai quelques slides là-dessus. Donc tout de suite, en fait, l'idée, on extrait tout ce qui est en H1, H6 de la page. Et la question, c'est est-ce que moi, être humain, je comprends de quoi parle la page? Si je ne comprends pas, il n'y a quasiment pour moi aucune chance que Google comprenne ce dont parle la page. Si moi je comprends, moi je pense que quelque part, c'est plutôt bien parti pour que Google, c'est pas fini, mais c'est plutôt bien parti. Donc évitez aussi les balises H sur newsletter, contact, qui sommes-nous, c'est des balises sémantiques. Donc avec les balises H1, H6, on structure le contenu sémantique. Donc on explique à Google et à d'autres outils de quoi parle la page.
Donc en extrayant le contenu des H1, H6, on explique de quoi parle la page, ou de quoi parle le site sur une page d'accueil. Voilà, je fais un petit peu plus long parce que c'est vrai que les balises H1, H6, à ce que je vois et sur le constat que je fais, elles sont plus souvent utilisées pour des aspects visuels. Je prends du H3 parce que c'est du Verdana en couleur verte, et puis c'est 14 points, voilà, c'est plus... le H3 il s'affiche comme ça, donc je prends le H3. Par contre, ça n'a pas de notion sémantique et c'est parfois un peu dommage. Donc si en lisant le contenu des balises H, je comprends de quoi parle la page, ben, j'ai déjà une bonne partie du travail qui est faite. La balise title. La balise title, bien sûr, hein, c'est historique, hein, c'est vraiment un champ qui est super important. Il y a plusieurs façons de fonctionner, plusieurs écoles, etc. Bon, je vais donner la mienne, je vais en donner d'autres aussi. La mienne, c'est donc, alors déjà, sur la longueur de la balise title, il y a plusieurs écoles déjà. Donc Google affiche dans ses résultats de recherche la balise title sur ses 600 premiers pixels. Donc un I prend moins de place qu'un M, par exemple, hein. Le M il est plus large. Donc Google il compte 600 pixels, et puis s'il y a beaucoup de I, il y a plus de lettres que s'il y a beaucoup de M. Donc il y a une école qui dit, donc 600 pixels ça fait en moyenne 70 caractères, en moyenne. Donc il y a une école qui dit, on va faire des titles sur 70 caractères. Comme ça, il sera tout le temps affiché en entier dans les résultats de recherche. Ouais, bon, ok, c'est pas mon école. Moi je prends une autre voie, qui est de dire que ouais, mais la balise title, c'est super important, c'est l'un des champs les plus importants en termes de SEO. Donc pourquoi se limiter à 70 caractères? C'est pas beaucoup que 70 caractères. Pourquoi se limiter à 70 caractères? On peut faire des titles beaucoup plus longs. C'est pas parce qu'un title fait plus de 70 caractères que Google ne va pas le lire. Il va le lire, même s'il y a 200 caractères, c'est pas un problème. Donc moi je travaille plutôt sur des titles qui font de 7 à 10 mots descriptifs, hein, en dehors des mots vides. Donc le, la, les, je, tu, il, nouveau, il, mais ouais, donc en écart, ça on ne les compte pas. On compte que des mots qui ont un sens sémantique. Sur 7 à 10 mots, alors on est largement au-delà des 150 caractères. Ben, c'est tronqué dans les résultats de recherche. Bon, c'est tronqué, c'est pas grave. Hein. Même Google va mettre les 3 petits points, qui est un peu une façon de dire, clique, il y en a plus sur le site, ça ne me choque pas plus. Mais je comprends l'autre école, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est sur la taille, donc soit on arrête à 70 caractères pour que ça soit visible dans les résultats, soit on fait plus long pour avoir plus de mots qui ont un poids fort dans l'algorithme. Et puis sur la structure, alors moi j'aime bien une structure sur la page d'accueil qui est le nom du site et qu'est-ce qu'on va trouver sur le site. Donc qui sommes-nous, que faisons-nous, avec un tiret ou un 2 points à voir comme séparateur, toujours sur 7 à 10 mots, ça c'est la page d'accueil. Et puis sur les pages internes, toutes les autres pages, c'est de quoi parle la page, éventuellement la rubrique, et toujours le nom du site à la fin. Donc on explique toujours au début du title, je pense que ça c'est une règle à peu près chez tout le monde, on explique de quoi parle la page d'abord, éventuellement la rubrique sur le site dans lequel se situe la page, et le nom du site, toujours à l'identique à la fin. Certains ne le font pas, moi j'aime bien le mettre à la fin pour tout un tas de raisons. Donc le nom du site, il est au début sur la page d'accueil et à la fin sur les pages internes. Voilà, c'est ma façon de travailler. Donc le title, bien sûr, super important. Hein, faut vraiment que chaque page du site ait un title descriptif du contenu, bien structuré et original, et que 2 pages n'aient pas le même title sur le site, etc. etc. Donc c'est un vrai travail, hein, mais c'est pas négligeable à faire. Donc des bonnes balises H1, H6, une bonne title, alors ça commence à avoir une bonne optimisation on-page. La balise métadescription, donc c'est le snippet, hein, le petit résumé, c'est le texte que Google va reprendre dans ses résultats de recherche, donc ce n'est pas un critère de pertinence, donc ce n'est pas un texte qu'on va imaginer pour être bien classé, c'est un texte qu'on va imaginer pour être bien cliqué. Donc c'est vraiment, on va travailler sur le taux de clic dans les résultats de recherche pour dire, viens chez moi, c'est vachement bien. Donc c'est vraiment une balise très marketing, très commerciale. La taille, là aussi, l'année 2018 a été un peu spécifique aussi parce que Google affichait par défaut 150 signes, 150 caractères. Et puis il est passé à 320 l'année dernière, et puis il est passé à 230, et puis il est passé à 160. Voilà, donc ça a été un peu la fête à neuneux là, sur la taille de la balise métadescription. Moi, de toute façon, j'ai toujours été sur des balises métadescription sur 300 signes. Comme ça, on est tranquille, parce que, en fait,
Donc vous voyez le petit texte résumé dans les résultats de recherche, le petit snippet, donc le texte que Google va afficher. Plus la requête a de mots-clés, plus la requête est longue, plus la taille du résumé augmente. Vous verrez, si vous tapez des requêtes de 5 ou 6 mots-clés, vous avez des résumés sur 4 lignes. Donc 320 à 320 signes, qui peuvent aller jusqu'à 320 signes. Donc je me dis, allez, de toute façon, c'est pas ça qui va alourdir la page. Des métadescriptions sur 300, ou même 400 à la limite, pourquoi pas, c'est pas un problème. Bah, comme ça, Google, il a à manger, et puis il fait son marché là-dedans, et puis on est tranquille. Souvent, d'ailleurs, ce que je fais, c'est que dans la page, je fais un résumé, donc toujours un petit chapeau au sens journalistique, donc un petit chapeau, un petit résumé en début, un premier paragraphe, que je recopie dans la métadescription, puisque normalement le chapeau il est là pour résumer un peu le contenu de la page, et donc un petit copier-coller dans la métadescription, ça marche bien plutôt, donc pas de souci majeur. Les mots en gras, balise strong, ok, d'ailleurs l'ancienne balise B semble toujours fonctionner, B/B, mais strong, enfin c'est la recommandation aujourd'hui, c'est le strong, donc un mot en gras il a plus de poids qu'un mot qui n'est pas en gras. Alors parfois les gens n'aiment pas trop mettre en gras des mots parce qu'ils disent que c'est pas beau, c'est vrai, c'est pas... Bon, ça me choque pas plus que ça parce que je suis habitué maintenant, mais bon, je peux comprendre qu'on ne veuille pas mettre des mots en gras parce que c'est pas beau visuellement. Et pourtant, il faut que ça soit affiché en gras, mais bon, voilà, à voir. Si vous ne mettez pas de gras, ben encore une fois, Google, c'est 200 critères de pertinence. Alors, juste pour des chiffres, d'ailleurs, Google, c'est 200 critères de pertinence et il avait indiqué qu'en 2017, il avait effectué 2500 changements de son algorithme et de son interface. Donc, ce qui veut dire que chaque jour, Google fait 6 à 7 changements de son algorithme et de son interface. Donc, c'est surtout plus l'algorithme d'ailleurs que l'interface. Donc, c'est évidemment, c'est un truc qui bouge tout le temps. Donc, 200 critères de pertinence aussi. Donc, voilà, on dit pas de gras, et ben, on fait un effort peut-être supérieur sur les titles ou autre. Et puis, les attributs alt des images. Oui, ben, dès qu'il y a une image qui a un sens sémantique, on va essayer d'indiquer... de quoi parle la page, ou c'est peut-être, alors on pourra un SEO éventuellement mettre quelque chose d'un petit peu plus descriptif avec des mots-clés, etc. Voir des versions non accentuées des mots parce que bon, c'est pas vraiment visible, etc. On peut faire des petites choses, tout en restant à peu près propre, mais oui, les attributs alt des images sont importants, donc il faut bien remplir les textes alternatifs d'une image qui a un sens. Si c'est une puce ou le coin gauche d'une fenêtre, on met un alt vide, mais enfin c'est la règle. Mais un attribut alt descriptif pour une image, c'est bien sûr intéressant. Donc ça fait déjà pas mal de travail, pas mal de boulot pour la partie code. La conception. Deuxième C, alors les URL, franchement, il y a souvent, on donne souvent trop de poids aux URL. J'ai vu parfois où j'ai reçu des mails de gens qui me disaient « Ouais, moi c'est bon, j'ai optimisé mon site, j'ai des bonnes URL. » C'est des URL explicites. Mais par contre, il avait des titles pourris. Ah ben non, peut-être avoir les deux, ce serait mieux quand même. L'idée, c'est pas de dire que des URL non explicites sont pas bonnes. C'est bien sûr, il faut avoir des URL explicites. Mais il y a plein de sites web qui ont des URL pas très propres, pas très explicites, non réécrites, et qui sont bien référencées aussi. Ceci dit, bien sûr, tant qu'à faire, autant avoir des URL bien réécrites, avec donc les règles un peu habituelles. Le séparateur de mots est un tiré haut. Pas d'underscore, pas d'espace, donc espace pourcentage 20. Donc le séparateur des mots dans les URL et donc dans les adresses d'image aussi, c'est toujours le tiré haut, voilà, parce que l'underscore ne sépare pas les mots pour Google, toujours pas. En même temps, et donc pas de lettres accentuées, et des caractères diacritiques, CCD, etc., donc que des lettres simples. Voilà, une fois que vous avez ça, les règles sur les URL, c'est quoi? C'est donc séparateur de mots, c'est tiré haut, pas de lettres accentuées, et en lisant l'URL, je comprends de quoi parle la page. Bah, vous avez ça, quoi. C'est bon, c'est bon. Après, on le voit très bien, notamment sur des migrations ou sur un certain nombre de cas, un site web qui a des URL explicites avec des underscores, donc pas de tiré haut, eh ben on les laisse. Il vaut mieux faire ça que d'essayer de tout réécrire en transformant les underscores avec des tirés hauts. Il faut faire des redirections 301 dans tous les sens, ça va charger le serveur aussi. En fait, on va plus générer des emmerdes qu'autre chose. Il y a des underscores, et puis pour la prochaine fois, on mettra plutôt des tirés hauts, et puis ça va marcher, quoi. Il
bah, c'est pas gravissime, quoi. C'est pas gravissime. Bon. Voilà, donc pour les URL, bien sûr, l'idéal c'est d'avoir des bonnes URL. C'est toujours pour ça que c'est toujours plus facile de prendre en compte le SEO avant la mise en ligne, de bien vérifier que toutes les URL sont propres, etc. Parce qu'une fois que c'est en ligne, ben, en règle générale, les URL, on n'y touche plus. Et puis, voilà, enfin, on essaie d'y toucher le moins possible en tout cas. Et puis, bon, si c'est obligatoire, bien sûr, on le fait, hein, il n'y a pas de souci. Notamment sur une migration, parfois on est obligé de toucher les URL pour les faire migrer sur des nouvelles formes, mais où on profite d'une migration pour avoir des URL plus propres. Et voilà, sinon, si vous avez des URL à peu près bonnes, gardez-les. Et puis ça marchera. L'ancrage des liens, notamment sur le maillage interne, hein, c'est quelque chose qui est très important. Donc le texte d'encre, le texte cliquable, notamment je vois encore beaucoup de sites qui, dans le maillage interne, ont des liens. Cliquez ici, lire la suite pour en savoir plus. Donc ça, c'est pris en compte par Google comme, ok, cette page, elle parle de cliquer ici, de lire la suite ou pour en savoir plus. Donc c'est pas très bon comme message et comme signal qu'on va envoyer au moteur de recherche. Alors bien sûr, c'est important pour les backlinks aussi, pour les liens depuis d'autres sites, mais ne serait-ce que sur le maillage interne, il faut avoir des encres, des textes cliquables, qui décrivent le contenu de la page distante. C'est vraiment un point important. Et si vous avez dans le maillage interne plusieurs liens, dans la même page, dans une page, vous avez plusieurs liens qui pointent vers la même destination, par exemple un lien sur une image, un lien sur un titre, et un lien sur un cliquez ici, par exemple, et les trois vont au même endroit, Google ne lira que le premier lien dans la liste, enfin dans le code. En lisant le code de haut en bas, Google ne prendra en compte que le premier, et dans ce cas-là, il ne prendra pas en compte le deuxième et le troisième. Mais il ne faut surtout pas en mettre, pour ceux qui utilisent éventuellement l'attribut nofollow, il ne faut surtout pas en mettre en nofollow, parce que s'il y a un nofollow, Google ne lit aucun des liens. Donc il faut vraiment juste regarder que le premier lien de haut en bas sera le lien avec l'encre intéressante. Alors si le lien est sur une image, c'est l'attribut alt qui va donner l'encre, qui va donner l'ancrage pour la page distante. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Donc maillage interne, l'ancrage des liens, le maillage interne. Le maillage interne, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment à l'heure actuelle un travail sur lequel il faut passer du temps. On verra des outils qui permettent d'avoir une vision graphique du maillage interne qui sont super intéressants. L'idée, c'est à la fin aussi, hein, c'est que vraiment sur un site, il faut que toutes les pages importantes soient accessibles en 3 clics, 4 clics maximum depuis la page d'accueil. Donc c'est pour ça que le plan du site, par exemple le plan du site pour les internautes, c'est une page qui est super importante, qui est super intéressante, qui n'est pas toujours implémentée, ou qui est là parfois, mais on met juste les grandes catégories du site. Non, allez-y. Donc, je ne parle pas des sitemaps XML, hein, dont je vais parler après, c'est page d'accueil, il y a un lien, un plan du site, et je vais sur une page qui propose des liens vers des pages internes. Et allez-y, hein, mais si vous pouvez, alors après il y a plan du site pour les internautes ou plan du site pour Google, c'est une différence, mais si vous pouvez faire des liens vers toutes vos pages, du coup, toutes vos pages seront accessibles en 2 clics depuis la page d'accueil. Un clic pour aller de la page d'accueil au plan du site, et le plan du site va proposer un lien sur toutes les pages. Un deuxième clic, et on a accès à toutes les pages. Donc ça, c'est super, c'est super, et là, c'est la situation idéale. Alors, si vous avez un site de 10 000 pages, il va peut-être falloir faire des choses un petit peu différemment. Mais j'ai vu des plans du site avec 2500, 3000 liens sortants, et ça marche très bien. Il n'y a pas de problème. À une époque, on disait il ne faut pas faire plus de 100 liens sortants d'une page. Oui, sur la page d'accueil, bien sûr, mais sur un plan du site, on s'en fiche. Hein. Googlebot, le robot de Google, il y va, quoi. Hein. Il n'a pas de problème. Donc voilà, le plan du site est une page très importante. Pour moi, c'est un prérequis sur un site web. Même si vous avez un site de 20, 100, 200 pages, qui sont des petits sites au sens googlien du terme, il faut mettre un plan du site, ça donne un accès rapide à toutes les pages. Et de toute façon, même si Google arrive via la navigation par les menus à aller sur vos pages, on lui donne une autre voie pour accéder aux pages. Au cas où il n'arrive pas à passer par la porte, on le fait passer par la fenêtre et ça marche aussi. Donc ça, en fait, vraiment, l'idée c'est que, et je reviendrai tout à l'heure parce que c'est vraiment un point important, très important aujourd'hui, c'est que le crawl par les robots, donc l'exploration du site par les robots de Google, doit être simple et rapide. Il ne doit y avoir aucun obstacle à ce crawl
pour que Google vienne accéder à vos pages. Une autre façon de faire, enfin, qui est complémentaire, sachant que pour ma part, je privilégie toujours l'exploration naturelle. Donc le robot, il vient sur votre page d'accueil, il clique partout, et il va explorer votre site en cliquant sur tous les liens. Donc là, il faut qu'il arrive rapidement, et en moins de 3 à 4 clics, enfin, en 4 clics maximum, 3-4 clics, il arrive à toutes vos pages. Donc ça, de toute façon, c'est un prérequis, c'est quasi obligatoire. À côté de ça, donc on peut proposer un sitemap XML, donc un fichier spécifique au format XML, qui va lister les URL, du site, plus des champs facultatifs, comme la date de dernière mise à jour, la fréquence de mise à jour, la date de dernière modification, la fréquence de mise à jour, la priorité d'indexation. Bon, les champs facultatifs, honnêtement, moyens. Ils sont à part la date de dernière modification, c'est assez difficile de définir la fréquence de mise à jour d'une page. Daily, weekly, hourly, never, always. C'est assez complexe. Bon, en règle générale, dans les sitemaps XML, je mets que les URL. Champ loc, /loc, URL, ça suffit. Bon, je ne suis pas un grand fan des sitemaps XML, mais bon, ça existe depuis plus de 10 ans, 15 ans presque maintenant. On le fait, voilà, c'est pas un problème et c'est un plus, quoi. Donc bon, ok, on le fait. Mais un sitemap XML ne peut pas contrebalancer une mauvaise navigation, vraiment. Là, j'ai fait il y a 2 mois l'audit d'un site, alors je ne donne jamais les références, mais croyez-moi sur parole, j'ai fait l'audit d'un site, un site public parisien, pas plus. Ils me disent, on a un super problème de référencement, depuis qu'on a mis en place, je vais le casser, je pense, le truc un jour, il ne faut plus que je bouge. Depuis qu'on a mis en place une nouvelle version du site, sur une nouvelle plateforme, on a perdu 80% de notre référencement. Ah, merde. Bon, ben ok, alors je prends les codes, tout ça, je regarde et tout. En fait, on va voir qu'il y a des outils qui permettent de crawler un site comme Google, de simuler un crawl de moteur de recherche. Le site, il a 9 millions de pages. Gros site, vraiment un gros site. Je ne travaille pas toujours sur des sites aussi gros, mais là, bon, 9 millions de pages. Quand on lance un crawler, donc quand on lance un robot sur le site, alors j'ai essayé plusieurs outils parce que c'était la galère. Le meilleur outil, l'outil qui a rendu le meilleur résultat, il arrivait à explorer 22 pages. 22 pages sur les 9 millions. Parce qu'en fait, les liens, c'était du JavaScript super compliqué. Enfin, c'était une plateforme. Je n'avais jamais vu cette plateforme. J'espère que je ne la reverrai jamais. C'était un truc de fou. Et ils me disent, non, mais c'est bon, on a des sitemaps XML. On a des sitemaps XML. Donc, Google connaît les URL. Et effectivement, Google indexait 6, 7, 8 millions de pages. Par contre, comme il n'avait pas de vision naturelle, il n'avait pas la vision de l'internaute qui crawl et qui explore et qui navigue sur le site, ben en fait, les pages elles étaient super mal référencées. Il manquait la vision macroscopique en fait, du site. Alors, la réponse a été, bah, écoutez, je suis désolé, mais votre plateforme... c'est une grosse daube en fait. Quand il faut expliquer ça au client, c'est pas évident parce qu'il s'est un peu trompé dans le choix de sa plateforme. Mais voilà, c'était ingérable. On ne peut pas faire du référencement. À un moment donné, on est obligé de dire, bah non, dites aux gens qui ont fait la plateforme, et je pense qu'ils ont dû déjà l'entendre, c'est une plateforme qui n'est pas récente, que le site n'est pas référençable de par le choix qui a été fait. Donc voilà, ils sont en tractation avec... mais l'idée c'était de dire, ouais, mais c'est pas grave, si le robot il peut pas y aller par la voie naturelle, on va lui donner des sitemaps XML. Mais ça marche pas en fait. C'est ok, l'indexation se fait bien, mais le positionnement n'est pas bon derrière. Donc il faut vraiment jouer sur les deux et toujours privilégier la navigation naturelle du robot et de l'internaute, bien sûr. Les redirections 301, bien sûr, mais redirection 301, l'air de rien, c'est pas négligeable, puisque du coup le fait de faire beaucoup d'audits, c'est super intéressant, parce que ça permet de voir plein de cas. Donc redirection 301, redirection définitive, il y a encore beaucoup de sites sur lesquels il y a des redirections 302, redirection temporaire, et redirection 302, qu'on le veuille ou non, ça marche pas bien, quoi, Donc il faut vraiment que dès qu'on fait des redirections, dès qu'on fait une redirection d'une adresse à une autre, il faut toujours bien vérifier
Il y a plein d'outils qui permettent de le vérifier, toujours bien vérifier, notamment lors d'une migration, bien sûr, hein, mais pas que les redirections sont des redirections 301. J'ai notamment le cas, alors des trucs tout bêtes, sur les redirections, sur les migrations HTTP, HTTPS, des trucs que j'ai vus plusieurs fois. Il arrive que, il y a eu pas mal de migrations HTTP, HTTPS, hein, parce que HTTPS c'est nouveau standard, hein, bon, c'est pas vraiment un critère de pertinence Google, hein, on ne gagne pas des places en migrant en HTTPS, par contre c'est un nouveau standard, donc ok, tout le monde passe en HTTPS, ok, pas de souci. Souvent la redirection se fait en 307. 307 c'est un type de redirection HSTS, une redirection... il n'y a que sur les migrations HTTPS que je vois ça, qui semble être prise en compte comme une 302 par Google. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? J'ai vu plein de sites comme ça qui avaient migré en HTTPS, et quand on regardait, quand on crawlait le site, quand on explorait le site, on s'apercevait en fait que dans le maillage interne, il y avait encore des liens en HTTP. Et le client, il dit, ouais, mais il y a un lien en HTTP, mais c'est pas grave, il est redirigé vers la version HTTPS. Ben, en fait, non, ça ne marche pas. Sur l'arborescence, toute l'arborescence et tout le maillage interne doit être en HTTPS. Il ne doit plus y avoir de lien en HTTP, parce que même si l'URL HTTP est redirigé la plupart du temps en 307 vers son équivalent en HTTPS, ben en fait ça met le bazar derrière et Google ne comprend pas. Donc voilà, c'est des choses aussi qu'on vérifie, parce que on aurait pu penser que ça marcherait, quoi. C'est redirigé, c'est bon, il n'y a pas de souci. Ah ben non, c'est pas bon. Donc du coup, il faut vérifier tout ça. Bien sûr, il y a les outils qui permettent de faire tout ça. Voilà, la conception, c'est un gros travail aussi, hein. C'est pas négligeable. Donc évidemment, dans l'idéal, tout ça est fait avant la mise en ligne du site. Le contenu, bah oui, hein, le contenu, bien sûr, hein, le contenu éditorial, le texte. Le choix de la requête. Alors ma façon de fonctionner, pareil, d'autres personnes travaillent différemment, hein, bien sûr, c'est normal. Moi je travaille par une requête, une page, selon le principe de une requête, une page. Donc je choisis une requête, et pour cette requête, j'optimise un texte pour que la page soit le mieux classée possible sur cette requête-là. Donc j'appelle ça la requête principale. La requête principale. Alors ça ne veut pas dire que si je choisis la requête, je ne sais pas, 20 Corse par exemple, ça ne veut pas dire que la page que j'ai optimisée pour la requête 20 Corse ne se positionnera que sur cette requête-là. On le voit d'ailleurs sur une page d'accueil qui a beaucoup de texte. Alors c'est un truc, c'est aussi un message que j'essaie de faire passer. Allez-y avec le texte sur la page d'accueil. Souvent on fait des pages d'accueil, c'est vrai, on va faire du beau, on va faire du rapide, on va faire des images, on va faire quelque chose d'assez joli. Et on ne met pas de texte, et surtout pas de texte statique. Qui sommes-nous, que faisons-nous? Il manque souvent ce bloc d'informations en disant, voilà, on vous explique qui on est, au format textuel. Les moteurs de recherche, ça reste des obsédés textuels. Hein. Donc si la page n'a pas de texte à pile, ça ne va pas fonctionner. Donc le texte à pile, c'est au moins 200 mots, 300 mots, 400 mots, et même sur une page d'accueil, même en bas de page, hein, ça va fonctionner, c'est pas un problème. Mais expliquer, et notamment sur la page d'accueil, expliquer ce que vous faites. Donc c'est vraiment un point important. Donc je choisis une requête principale. Alors, on va voir les outils, on va voir la façon dont je fonctionne. Ouais, donc je disais une page d'accueil avec du texte, avec un volume de texte de 400 à 600 mots, se positionne facilement, on va dire, en top 100 de Google, pour être large, sur 300 requêtes ou 400 requêtes. Il y a des outils qui mesurent ça, et voilà, on le voit sans problème. J'ai même vu et en fait, plus il y a de texte, plus on voit que globalement, en termes de longue traîne, donc des requêtes peu demandées, mais il y a beaucoup de trafic qui vient sur des requêtes peu demandées, mais finalement le volume n'est pas négligeable, donc plusieurs centaines de requêtes. Ceci dit, l'optimisation se fait sur une requête, avec un champ lexical qu'on va voir derrière. Donc, une requête, je vais... je vais vous montrer les outils après. Je vais quand même en parler là, parce que c'est important, ça se place bien là, ici aussi. Le choix de la requête, moi j'utilise l'outil, le planificateur de mots-clés de Google. C'est le planificateur pour acheter de la pub, hein, l'outil pour acheter de la pub, pour choisir les mots-clés, mais du coup un peu détourné à des fins SEO. Donc l'outil planificateur de mots-clés de Google, donc disponible
a priori sans avoir de campagne. Enfin, moi, j'ai pas de campagne en cours, hein, et j'y ai accès. Alors, j'ai juste comme je donne pas d'argent à Google, au niveau des volumes de recherche, j'ai des fourchettes de 0 à 100, de 100 à 1000, de 1000 à 10 000, etc. Mais bon, ça me suffit globalement. Après, on verra qu'il y a d'autres outils éventuellement si je veux aller de façon plus précise. Donc, le choix de la requête, j'utilise le planificateur de mots-clés de Google. Et si possible, j'essaie de choisir une requête qui est tapée entre 1000 et 10 000 fois par mois. Parce que je travaille, alors plus vous serez sur le B2B, plus le volume de recherche risque d'être faible, hein, parce qu'évidemment en B2B, il y a moins de volume de recherche que sur le B2C. L'idéal, enfin pour moi, l'idéal c'est entre 1000 et 10 000 fois, donc ça c'est le planificateur de mots-clés de Google qui va donner le volume de recherche, donc 1K à 10K, donc 1000 à 10 000. Si j'y arrive pas, s'il n'y a pas, ben, je vais descendre entre 100 et 1000. Voilà. Mais le planificateur de mots-clés de Google va donner l'information sur le volume de recherche. Et je sais que si j'imagine une requête et que je la cherche sur le planificateur de mots-clés, si le planificateur me dit c'est pas tapé, je ne vais pas me battre. C'est pas tapé. Je ne vais pas essayer d'être premier sur une requête qui n'est jamais tapée, ça ne sert à rien. Donc, ok, je vais en chercher une autre. Et il y a plein de requêtes comme ça. Hein. La requête qu'on imagine, nous, n'est pas celle qui est imaginée par les internautes. Hein. Donc, pour ça, le planificateur de mots-clés de Google est vraiment intéressant pour choisir et pour avoir une idée du volume de recherche. Alors, petite information, dans le planificateur de mots-clés de Google, il y a un champ concurrence. Ne regardez surtout pas la colonne concurrence, parce que ce n'est pas du tout la concurrence SEO, c'est la concurrence Google Ads, la concurrence publicitaire. Et c'est souvent quasiment même à l'opposé de la concurrence SEO. Donc voilà, bah, l'idée, alors la méthodologie est un peu spéciale parce qu'avant de rédiger, on va chercher la requête sur laquelle on va essayer de se positionner. Parce que normalement c'est un peu bizarre, parce que d'habitude on commence par rédiger. Là, je n'ai pas encore rédigé. Je me dis, ok, donc c'est ce que je fais la plupart du temps, tous les matins, quand j'écris un article sur Abondance, je choisis ma requête. Je vais essayer de rédiger un contenu et d'être le plus proche possible de la première place sur cette requête sur Google. Donc j'essaie d'être entre 1K et 10K, entre 1000 et 10 000, en termes de volume de recherche. Pourquoi? Parce que entre 1000 et 10 000, ben, ça fait du trafic, hein. Potentiellement 1000 et 10 000 recherches sur cette requête, c'est pas négligeable. Et par expérience, je me suis aperçu que c'était finalement, entre 1000 et 10 000, c'est beaucoup, mais c'est pas énorme. Et finalement, on a souvent, pas toujours, mais souvent, des requêtes qui sont assez peu concurrentielles et sur lesquelles on peut avoir un résultat assez rapide, de quelques heures à quelques jours, au pire quelques semaines. Mais on ne va pas bosser 2 ans. Une requête qui est demandée 1 million de fois, bah, ça risque d'être 1 an de boulot à chercher des liens, etc., etc. Sur des requêtes entre 1K et 10K, entre 1000 et 10 000, on n'a pas énormément besoin de backlinks, on n'a pas énormément besoin de liens, donc souvent on peut avoir des résultats assez rapides, donc ça peut être intéressant. Voilà, c'est du vécu. Hein, voilà. Bref, je choisis ma requête. Pour chaque requête, donc une requête, une page, une requête principale, pour chaque requête, je vais définir un champ lexical. Donc le champ lexical, ce sont des synonymes, ce sont des mots qui sont en rapport avec cette requête. Je vous donnerai des outils, il y a plein d'outils aujourd'hui qui permettent d'établir ou d'aider à l'établissement d'un champ lexical. Moi, la plupart du temps, j'utilise le site 1.fr, le chiffre 1.fr, mais on verra qu'il y en a d'autres. L'idée, c'est d'avoir la requête, alors par exemple, 20 Corse, bah, je vais mettre vignoble, des noms de cépages, des noms de villes où il y a des vignobles connus, blanc, rouge, rosé, bien sûr, voilà, mais pour une requête. Alors l'idée du champ lexical, c'est qu'on ne met pas dans le champ lexical des expressions qui contiennent les mots de la requête principale. Donc en fait, si ma requête principale c'est 20 Corse, dans mon champ lexical, je vais mettre ni 20 ni Corse. Il n'y aura aucune expression qui contienne 20 ou Corse. Il faut que je trouve, si vous aimez les jeux de société, je crois qu'il y a un jeu qui s'appelle Tabou qui fait un truc comme ça. On doit faire expliquer quelque chose à quelqu'un sans utiliser certains mots. Donc la requête principale, c'est la requête sur laquelle on veut être positionné. Le champ lexical, ce sont des expressions qui expliquent la requête principale sans utiliser les mots de la requête principale. Alors c'est une espèce de gymnastique un peu bizarre au début, ça fait un peu spécial parce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Bon, avec un peu d'habitude, franchement, ça va tout seul. Hein. C'est très très vite. Donc, au début, on commence avec 4 requêtes ou expressions, enfin 4 mots ou expressions dans le champ lexical. On arrive vite à 10, puis à 20.
Moi, je travaille avec 20 mots ou requêtes ou 20 mots ou expressions dans le champ lexical, ça va très très vite en fait. Il faut juste un peu d'habitude en fait, il faut juste un peu rentrer dedans et c'est assez facile à faire. On s'aperçoit avec le temps que c'est assez facile à faire. Au début, on galère un peu. Donc voilà, la requête, le champ lexical. On voit bien aujourd'hui que les pages qui se positionnent bien, ce sont les pages qui ont un champ lexical riche. Donc avec beaucoup de synonymes, beaucoup de mots qui sont en relation, etc. Ce n'est pas juste une pure répétition. On parle d'ailleurs plus de répétition, on parle de dosage. Bon, il y aurait encore plein de choses à dire là-dessus, mais il faut bien sûr un peu répéter. Bien sûr, hein, alors pour information, le dosage que je prends, c'est une fois ma RP, requête principale, hein, donc c'est la requête principale, je la mets une fois au début du H1. Le début du H1 semble avoir plus de poids que la fin, donc une fois au début du H1, une fois en H2, une fois en H3. Et une fois en gras par centaines de mots dans le texte. Je vous dis tout. Donc s'il y a 200 mots, je vais mettre 2 fois en gras. 300 mots, 3 fois en gras. 400 mots, 4 fois en gras. 500 mots, 5 fois en gras. Voilà. Ça a l'air de pas mal marcher. Voilà. Mais enfin après, chacun fait comme il le sent. Hein. Et bien sûr, dans le cadre d'un texte intéressant pour l'internaute. L'idée, c'est toujours de répondre à la question, à l'intention de recherche de l'internaute. Donc RP, champ lexical, le volume de texte est bien sûr important. Hein. Alors le constat que je fais aussi, c'est que plus il y en a, mieux c'est. Voilà. Alors ça va à l'encontre de tout ce qu'on dit en UX, en expérience utilisateur, il faut faire des textes courts, etc. Ben pour Google, plus il y a de texte, et surtout au moins 200 mots, au moins, vraiment c'est le minimum. Mais si on peut en avoir 400 ou 600, alors on ne va pas mettre 5000 mots, personne ne va le lire, mais ce serait bien pour le SEO. Si on a une vision que SEO, on met 5000 mots. Mais toujours sur un sujet, sur 5000 mots autour de la RP. Google, il est mononeurone, donc il ne peut extraire un concept ou une idée qu'un concept ou qu'une idée d'une page. Donc si vous parlez de plusieurs choses dans une page, c'est terminé. Si vous voulez parler du vin rouge ou de la piscine de votre gîte, il faut faire une page qui parle de la piscine du gîte. Vous n'allez pas commencer à parler des chambres, même si vous avez plusieurs chambres, il faut parler une page par chambre, etc. Donc c'est une page, une information. Google, il ne sait pas faire autrement. Il ne sait pas réfléchir autrement. Donc il y a toujours une seule information principale par page. C'est comme si on a 3 produits, ben on fait une fiche produit par produit. On ne met pas 3 produits sur une même URL. On peut avoir une page de liste, mais avec des liens qui vont sur chaque produit. Là, ça va. Mais voilà, c'est vraiment Google, il est neuneux, quoi. Il peut pas. C'est comme si on avait une page moitié en français, moitié en anglais. Ça, il ne sait pas faire. La page, elle est soit en français, soit en anglais. S'il y a 50-50, il est mort, il ne comprendra pas. Donc le volume de texte, oui, au moins 200 mots, 300, 400, 600. Voilà, ça c'est des bons volumes de texte. C'est pas énorme non plus, hein, mais oui, il faut du texte. Une page qui a une belle image avec sans texte, à moins d'un miracle, toujours possible, c'est quand même hyper difficile à référencer. Et donc un dosage plus intelligent possible. Les liens, les liens c'est devenu très très compliqué, les liens, hein, c'est le 4e C. Des liens de qualité, bien sûr, hein, enfin bien sûr, hein, je ne sais pas si c'est un problème, mais jusqu'en 2012, c'était la fête à neuneux. Il y a plein de liens factices, des liens depuis des annuaires bidons, des faux communiqués de presse. Enfin, l'être humain a une ingéniosité assez fabuleuse à partir du moment où il faut manipuler les algorithmes de Google. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est vraiment les liens de qualité qui viennent depuis des sites qui sont dans la même thématique que la vôtre. Donc si vous êtes dans le tourisme, des liens d'une façon globale depuis des sites qui sont dans le tourisme. Si vous avez un gîte dans un petit village, n'allez pas chercher, enfin j'exagère, mais n'allez pas chercher un lien depuis un site de poker russe, ça vous fera pas de mal, ça vous fera pas de bien. Aujourd'hui, ça vous fera pas de mal, mais à une époque, c'était différent. Aujourd'hui, ça vous fera juste pas de bien, ça sert à rien, quoi. Donc depuis des sites, alors peu de liens, parce que beaucoup de liens, c'est compliqué. Donc peu de liens, depuis des sites qui sont dans la même thématique que la vôtre, dans la même langue, que la vôtre, bien, pas obligatoire. Par exemple, un site en Corse peut avoir, de façon, pour avoir une vision locale, peut avoir des liens depuis des sites en langue corse.
Ça, il y a des chances que Google reconnaît la langue corse, oui. Donc il y a des chances que ça joue aussi en termes de SEO. Les liens locaux, depuis des sites qui sont géolocalisés localement, dans une vision de SEO local, ça peut être très intéressant. Pas que, bien sûr, mais ça peut amener un certain nombre d'informations. Donc dans la même langue, depuis des pages populaires, si vous avez un site qui fait un lien depuis sa page d'accueil, la page d'accueil, elle est toujours plus populaire, elle reçoit toujours plus de liens qu'une page appelée partenaire. Hein. Parfois, il y a une page partenaire. Bon, celle-là, elle ne reçoit aucun lien, elle n'a pas de popularité à fournir. Oui. Du coup, juste pour l'idée, vous conseillez d'avoir, si on veut avoir par exemple son site en français et en anglais, éventuellement, d'avoir 2 sites distincts ou d'avoir une page en anglais? Alors, pour ce qui est à l'international, pour faire rapide, parce qu'il faudrait y consacrer 3 heures, parce que c'est un sujet super intéressant en plus, mais l'approche internationale se fait en SEO toujours par pays et jamais par langue. Donc déjà, un site par pays cible. Donc quels sont les pays que je vise? Par contre, un site en anglais et un site en français, Google, il ne sait pas faire. Il n'y a pas de Google en français, il n'y a pas de Google en anglais. La structure de Google, elle est faite sur des pays toujours. Donc il faut coller la structure. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire quels sont les sites, quels sont les pays pardon, que je vise, peu importe qu'ils aient la même langue ou pas, mais je vais faire un site, si possible, mais ce n'est pas obligatoire, avec l'extension du pays. .fr pour la France, .be pour la Belgique, .ch pour la Suisse. Après, je vais en parler un petit peu, il y a des balises qui vont dire, ok, ce site il est en français pour la France, il y en a un autre en .be pour la Belgique et le .ch pour la Suisse, c'est le même contenu, c'est pas grave, c'est pas du contenu dupliqué, il y a des balises qui vont dire à Google, ça c'est pour la Suisse, ça c'est pour la France, ça c'est pour la Belgique. Donc l'idéal, enfin, dans ma vision, encore une fois, hein, mais voilà, c'est comme ça que je fonctionne, c'est une vision par pays et un site par pays cible. Après, juste, je pense que dans notre cas particulièrement, c'est soit ou le public local ou le public étranger, tout simplement, quel que soit son pays d'origine. Ça, c'est pas possible en SEO. D'accord. Enfin, c'est pas possible. Dans ma vision du SEO, c'est pas possible. Donc, on a toujours des pays cibles. On a toujours des pays qui sont des clients qui viennent plus souvent depuis certains pays. Donc, ça peut être 2-3 pays, mais franchement, ça marche mieux quand on a une vision. La vision internationale, il n'y a pas de Google international, il n'y a pas de Google en français, il n'y a pas de Google. Donc, le SEO, c'est toujours collé au fonctionnement de Google. Donc, ça veut dire qu'il va falloir faire un certain nombre de sites. On peut utiliser, si on ne peut pas acheter plusieurs noms de domaine, on peut utiliser les répertoires, on peut utiliser les sous-domaines, on peut faire un certain nombre de choses. Même si je trouve que l'extension, c'est mieux, mais bon, il faut aussi qu'elle soit disponible, enfin c'est compliqué, qu'on puisse l'acheter aussi. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir toujours une vision par pays. Vraiment, c'est important. Oui. Dans le cadre des noms de domaine, comme ça, par pays, est-ce qu'on doit pousser à géolocaliser l'IP par pays? Au niveau du serveur? Ouais. Non. Non, on s'en fout. Ouais. Ouais, non. Enfin, si on peut toujours hein, s'amuser à ça. Mais franchement, aujourd'hui, Google il est assez intelligent pour comprendre que tel site, il est pour tel pays. De toute façon, avec les balisages reflang, on y arrive sans problème. Donc, on peut le faire pour se donner bonne conscience ou tout simplement, enfin, si c'est une adresse IP qui est un alias géolocalisé, mais que le serveur, si c'est une IP américaine et que le serveur est en France, je ne vois pas l'intérêt. On va peut-être faire un serveur américain, une IP américaine hébergée aux États-Unis parce que la cible c'est les États-Unis qui seront plus proches en termes de temps de réponse, etc. Ok, ça je comprends. Mais pour le SEO, non, pas vraiment. Enfin, on se met dans des galères pour pas grand-chose en fait. Plus ou moins, bref. Donc des liens de qualité, depuis des sites dans la même thématique, dans la même langue, depuis des pages populaires, plutôt la page d'accueil que la page partenaire, parce que la page d'accueil a plus de popularité à vous renvoyer, avec une encre. Voilà, pas de cliquer ici, pas de pour en savoir plus, pas de lire la suite, pas d'encre qui ressemble à une requête, mais bien une encre en bon français, et normalement ce qu'on appelle des liens bio, un lien bio sans OGM, un lien qui transfère du sens avec une encre descriptive qui ne ressemble pas à une requête. Voilà, ça fait beaucoup de choses, hein, mais finalement on est aux années 2000, mais est-ce que la situation a réellement changé depuis cette époque-là? Ben, franchement, je ne suis pas si sûr que ça. Hein. Optimiser un site en SEO, en tout cas, encore une fois, c'est ma façon de voir. Hein. Mais moi, c'est des choses que je mets au quotidien, ce que je fais sur mes sites, et ben, ça fonctionne bien.
Et tout ça, ça date des années 2000. Alors, j'ai voulu faire, donc le code a changé, c'est parfois qu'on fait des migrations, etc. Mais je voulais faire un petit topo sur les extensions, parce que c'est aussi le sujet aujourd'hui, donc l'extension et nom de domaine. Donc il y a bien sûr la partie extension, le point quelque chose, le nom de domaine c'est mon site internet.fr, et le préfixe ou le sous-domaine, donc c'est tout ce qu'il y a au début, www, enfin www ou autre. Alors il y a les extensions génériques, historiques, .com, .net, .org, .edu, .gov, .info, .biz, voilà, alors, elles ont toutes le même poids, hein. Il y a parfois il y a eu des mythes sur le .edu et le .gov qui étaient mieux vus par Google. C'était peut-être le cas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, non, c'est pareil. Il y a donc les extensions génériques à vision, enfin à connotation géographique, .alsace, .bzh, .corsica, etc. Les génériques, les nouveaux génériques, .blog, .health, .fail, .football, .xyz, etc. Et puis les marques, .sncf, donc ça Bertrand en a parlé, etc. Donc ça, clairement, aujourd'hui, toutes ces extensions ont le même poids pour Google. Donc vous pouvez prendre un .corsica, un .edu, un .blog, un .amazon, un .sncf. C'est exactement comme le .com. Donc il n'y a pas de... c'est pas parce que vous allez passer en .corsica que vous allez perdre du référencement, ça c'est clair. Enfin, si la migration est bien faite, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il y a, à mon avis, peu de chances que vous gagnez, c'est juste neutre. C'est comme une migration HTTP-HTTPS en fait. Hein. Si c'est bien fait, on ne le voit pas passer, quoi. C'est tout à fait neutre. Donc tout ça, c'est pareil. En termes de poids, je dis bien en termes de poids, sachant que le poids de la présence des mots-clés dans le nom de domaine a beaucoup baissé au fil du temps chez Google, on va y venir. Donc le poids est à peu près est identique à un .com ou un .net ou un .org, c'est pareil. Enfin, Google a dit, et on peut penser que ce sera le cas, qu'à l'avenir, il fera du cas par cas et il va vérifier extension, donc new GTLD, donc nouvelle extension par nouvelle extension, la qualité des résultats et des sites qui sont sur ces extensions. Donc si un registre dit, par exemple le .corsica, il y a des règles, je veux que ce soit que des sites de qualité, enfin, etc., etc., peut-être qu'à l'avenir, ce sera quelque chose qui sera un plus par rapport à Google. Mais Google a toujours dit, par exemple, .xyz, ou là, spam, donc j'aurais plutôt tendance à ne pas prendre un site en .xyz aujourd'hui. Parce qu'à un moment donné, ça va nous tomber sur le pif. Donc, l'avantage des extensions à caractère géographique, c'est qu'a priori, enfin je le vois aussi pour le .Alsace dans ma région, c'est qu'il y a quand même un tri, il y a quand même un travail qui est fait, d'analyse, voilà, c'est pas n'importe qui peut acheter un .Alsace, un .Corsica, un .BZH, etc. Donc, autant aujourd'hui, je ne vois pas de différence, franchement, je ne vois pas de différence vraiment nette sur le fait qu'on utilise un autre nom de domaine qu'un .com ou un .fr, ni en bien, ni en plus, ni en moins. Autant on peut se poser la question, effectivement, que si c'est bien géré, bah, peut-être que c'est aussi un pari sur l'avenir, ça peut être quelque chose de pas mal. Parce que le message que je veux faire passer, j'ai fait un certain nombre de migrations sur les années qui viennent de s'écouler, il n'y a pas de problème d'une migration bien faite sur un site qui ne pose pas de soucis majeurs, ça se passe très très bien, hein, que ce soit sur une ancienne extension ou sur une nouvelle. Donc voilà, l'extension géographique, voilà, j'en parlais tout à l'heure, hein, ça peut être intéressant à l'international, .fr pour la France, .ch pour la Suisse, .be pour la Belgique, .it pour l'Italie, etc. Encore une fois, c'est compliqué, notamment il y a certains pays, il faut être présent sur place pour acheter l'extension, donc on va parfois utiliser le nom de un sous-domaine ou un répertoire, c'est à peu près pareil, /fr ou /be ou be.fr. Ouais, les deux solutions sont à peu près identiques. Dans mon esprit, il vaut toujours mieux avoir à l'international l'extension du pays, mais on peut se débrouiller autrement. Ce n'est pas obligatoirement indispensable. Alors, attention surtout, parce que je vois pas mal de sites aujourd'hui qui sortent avec des jeux de mots, le .co, le .it, Bayit, Salit, le .tv, le .fm pour les radios.
le point .us, .us par exemple, le point .io pour tout ce qui est un peu geek, etc. Le problème, c'est que tout ça, c'est des extensions de pays. Hein. Le point .co, c'est la Colombie. Point .tv, c'est les îles Tuvalu. Point .it, c'est l'Italie. Point .fm, c'est la Micronésie. Point .us, c'est les États-Unis. Point .io, c'est les îles de l'océan Indien. Donc si vous sortez un site en point .io, parce que c'est un peu la mode, hein, on en voit pas mal, hein, des outils, etc., ben vous dites à Google, ben mon site, il est fait pour les habitants des îles de l'océan Indien. Pas sûr que ce soit le message qu'on veut faire passer à Google sur son site. Donc attention, bon, Google s'y amuse aussi, hein, parce que le goo.gl c'est le Groenland, youtube.be c'est la Belgique aussi, c'est bon, c'est Google, il fait ce qu'il veut. Mais attention aussi, alors on s'en sortira toujours, il y a toujours des possibilités de faire, de récupérer le truc, mais enfin ouais, faut faire attention, il faut mettre ça dans le dossier aussi, quand on choisit son nom de domaine. Et donc le nom de domaine, alors on va mettre soit la marque, hein, stella.com, stella.corsica, si votre entreprise s'appelle Stella, stellacorse.com, stellacorse.corsica, ça va. Matlamous.fr, alors c'est ce qu'on appelle, on commence à aller sur les EMD, c'est Exact Match Domain, où on ne donne plus l'identité, le branding, l'identité de la marque, mais ce qu'on fait, alors bon, Google a des filtres qui pénalisent ce type de choses, alors matlamous.fr, à la limite, si Stella est une société qui vend des matelas-mousse, j'aurais un site Stella qui serait un site institutionnel, et puis un site matelas-mousse qui serait par exemple la boutique. Pour moi, ça passe. Après, matelas-mousse pas cher, non, ça passe pas. Là, par contre, Google, ça c'est un vrai END. C'est souvent du bon sens. C'est souvent du bon sens. Pour moi, il n'y a pas une notion de pas plus de 2-3 mots, bien sûr. Mais même, parfois, on peut avoir un EMD sur un mot. Ouais, pour moi, c'est vraiment du bon sens. Attention au choix du nom de domaine. Alors, l'avantage du point Corsica, clairement, enfin, ou des nouvelles extensions, en règle générale, c'est qu'il y a beaucoup plus de disponibilité que sur le .com ou le .fr. Le .com et le .fr, pour trouver, enfin, maintenant, je fais des nouveaux sites, enfin, je crée mes sites, mes outils. En fait, je prends parfois plus de temps à choisir le nom de domaine qu'à créer l'outil ou qu'à créer le site, parce que il n'y a plus rien qui est disponible comme en .com ou en .fr. Et c'est vrai que les nouvelles extensions ont cet avantage. Comme le poids de l'extension est le même, de toute façon, c'est le même comme .com, ben on peut avoir beaucoup plus de choix en termes de disponibilité de nom de domaine. Donc ça peut être des choses assez sympas. Voilà, il ne faut juste pas non plus pousser sur des trucs... encore une fois, c'est du bon sens. Bien sûr, pas plus de 2-3 mots, mais même, hein, quelque chose peut être peut ne pas être de bon sens sur 2 mots ou sur un mot. Donc Stella.com, oui, Stella France, oui, la Stella, ok. Alors, avec ou sans tiret, moi je suis très SEO, donc je vais plutôt séparer par un tiret. Bon, Google s'en sort, hein, même sans tiret, mais voilà. Après, c'est vrai que la Stella, par exemple, ça fait 2 S l'un à côté de l'autre, c'est pas très beau. Il y a aussi ça qui rentre en ligne de compte. Bon, la tendance est plutôt de prendre des noms de domaine sans tirer, parce que c'est plus facile en termes de communication, ce que je comprends aussi. On perd un peu en SEO, c'est tellement epsilonesque, mais bon, voilà. Moi je suis très SEO, donc je prends toujours des noms de domaine, enfin j'achète toujours tout, mais comme nom de domaine canonique, comme nom de domaine principal, je vais toujours utiliser avec tiret. Je trouve que c'est plus lisible en plus. Après voilà, Matlamous Stella, ça commence à devenir un peu bizarroïde. Matlamous Stella France, non mais on arrête quoi. C'est vraiment du bon sens. Hein. Voilà, je ne sais pas quoi dire de plus quoi. Donc voilà, du bon sens. Ce n'est pas qu'une question de nombre de mots ou de nombre de lettres. Migration de nom de domaine, donc j'en ai parlé un petit peu hein, tout à l'heure. Oui, bien sûr, on peut. Bon, je travaille sur beaucoup de migrations en règle générale. Une migration bien faite, ça se passe très bien. Hein. Quand on change les URL, j'ai notamment migré mon site Abondance l'année dernière, l'été dernier, ça m'a pris tout l'été parce que c'était un site qui a 20 ans, sur lequel qui a connu plusieurs plateformes, plusieurs CMS, plusieurs vies, etc. Moi, au bout de 20 ans, il a bien accumulé les scories, donc ça a été une belle galère, mais bon, on arrive à faire des migrations où on ne perd pas. On ne perd pas, même sur Abondance, on a même gagné un peu de trafic après la migration, par contre le nom de domaine était le même. Mais bon, je pense que ça n'aurait rien changé si on avait changé de nom de domaine. Au niveau des migrations, il y a quand même eu une différence au fil du temps. Il y a 7-8 ans, quand on faisait une migration, l'idée c'était de perdre le moins possible de trafic.
Parce que souvent, en fait, une migration de nom de domaine, d'URL ou de site s'accompagnait quasiment tout le temps d'une perte de trafic, parce que perte de positionnement pour tout un tas de raisons. Quand on avait pendant une période de quelques mois une perte de 10%, on était content. Puis après, ça remontait. Si tout était bien fait, ça remontait. Mais il y avait une perte quasi obligatoire pendant un certain laps de temps. Aujourd'hui, c'est vraiment fini. Ça, c'est une migration bien faite, avec des bonnes redirections 301, un plan de redirection bien fait entre ancienne URL, nouvelle URL, etc. La migration la plus simple, bien sûr, c'est sans changement d'URL, et donc sans changement de nom de domaine. Après, assez simple, changement de nom de domaine ou d'extension, ça c'est assez facile. Le plus complexe, c'est lorsque toute l'URL, tout l'intitulé d'URL change. Là, bon, faut vraiment faire des plans de redirection d'URL, etc., des choses propres. Mais voilà, si c'est bien fait, franchement, aujourd'hui, c'est complètement neutre. Au niveau SEO, c'est vraiment complètement neutre, voire on gagne un peu. Si on arrive à optimiser un peu mieux les pages sur la nouvelle version, bah, du coup, on gagne un petit peu. Donc, il y a quand même ce changement de vision au fil du temps. Aujourd'hui, on peut faire une très bonne migration sans perdre de référencement, sans perdre de SEO, vraiment, sans perdre de position. Bon, c'est toujours des choses un peu sensibles, hein, bien sûr, enfin, surtout lorsqu'il y a des changements d'URL complets. Après, franchement, honnêtement, changer un nom de domaine, ça ne doit pas poser de problème majeur, quoi. C'est vraiment assez simple. On rentre dans les années 2010, alors les choses deviennent plus complexes. Donc parfois en SEO, on est un peu dans Inception, hein, on n'arrive plus à comprendre si on rêve ou si c'est la réalité. Finalement, les choses étaient assez simples à l'époque. En 2010, Google a mis en place un projet qui s'appelait Caféine. Caféine, c'était donc une nouvelle vision, une nouvelle version de son système d'indexation de pages, de robots, hein, les robots qui crawlent, qui explorent le site, qui explorent le web, etc. Et ben, il a indexé beaucoup plus de pages, beaucoup plus de vidéos, beaucoup plus d'images, il a agrandi la taille de son index, et il a récupéré plein de spam aussi. Donc en fait, à partir finalement de 98 à 2010, Google était assez peu spammé, les résultats étaient vraiment très pertinents. Je pense que c'est peut-être des époques aussi où ils sont rentrés en bourse, ils avaient peut-être autre chose à penser, je ne sais pas, mais à partir de 2010, en tout cas, il y a eu une vraie chute de pertinence des résultats de Google parce que il a plus indexé, donc il a plus raclé le fond aussi, et il a indexé plus de spam, il a été beaucoup plus manipulé. Donc les résultats ont perdu un peu en pertinence. Donc du coup, ils s'en sont aperçus assez rapidement, et ils ont mis en place plein de bébêtes, notamment Panda, donc Panda qui a un filtre algorithmique, qui a pour effet de lutter contre le contenu de faible qualité. Donc Panda, je trouve, était assez peu virulent en France, en fait. Hein. C'était plutôt une époque où le fait de mettre sur un site du contenu de faible qualité, souvent généré de façon automatique, et pas par des êtres humains, mais plutôt par des robots, c'était plus aux États-Unis. Alors il y a eu des retombées en France, bien sûr, hein, mais les grosses retombées ont plutôt été aux États-Unis. Par contre, Penguin a bien frappé en Europe, en général, et notamment en France, avec donc, la lutte contre les liens de faible qualité. Donc Panda pénalise un site, Penguin pénalise une page. Panda, c'est une pénalité, enfin, c'est un filtre algorithmique à l'échelle d'un site, donc toutes les pages du site sont pénalisées. Penguin va pénaliser une page. Donc en fait, on peut voir ces filtres algorithmiques comme des notes négatives, en fait. L'algorithme de Google, finalement, on peut le considérer, par exemple, je reprends mon exemple de la requête 20 Corse. 20 Corse, 2 mots. Google, il va vouloir donner une note à une page web par rapport à la requête 20 Corse. Donc il va dire, bah tiens, là, cette page-là, elle a 20 Corse dans le title. Bon, plus 10 points. Elle a 20 Corse dans le H1. Allez, plus 6 points. Elle a 20 Corse en gras, plus 2 points. Elle a 20 Corse dans l'URL, plus 1 point. Donc, puis après, on fait la somme des notes pour dire quelle est la note de pertinence de la page par rapport à la requête. J'espère que je ne vais pas tout casser. Ces filtres, en fait, c'est un peu la même chose, mais en note négative. Donc Panda, il va dire, OK, là, donc c'était, je ne sais plus combien, on va dire, la page, elle a plus 17 sur les notes positives, sur les critères positifs. Il y a 200 critères, donc il y a de quoi faire. Plus 17. Et Panda va dire, ah ouais, mais sur ce site, il y a des pages de faible qualité qui ont des caractéristiques, des contenus de faible qualité, il faudra en parler pendant un bon moment. Bref, il va dire, toutes les pages du site ont moins de 2.
Donc 17, de 17, on passe à 15 pour la note de pertinence. Et puis Penguin, il va dire, ah oui, mais la page là, elle a des liens de faible qualité, souvent des liens avec des encres. Par exemple, typiquement, cette page, elle a des backlinks avec l'encre de texte cliquable qui est 20 corses pas cher. Ça ne me plaît pas, ça ressemble trop à une requête. Donc, cette page-là, donc là c'est au niveau de la page, je lui mets moins 4. Donc on passe de 15 à 11. Et hop. Et donc en fait, le score, alors je schématise, hein, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc le score de la page, c'est la somme des notes positives moins l'ensemble des notes négatives. Et après, bien sûr, c'est la page qui a le meilleur score qui est classé. Alors Panda Penguin, c'était des filtres qui ont été lancés. En fait, c'était vraiment lancé pendant longtemps à date fixe. Hein. Je crois que Panda a dû connaître 26 ou 27 lancements. Penguin, je crois 6 ou 7, un truc comme ça. Aujourd'hui, c'est entièrement intégré à l'algorithme. C'est vraiment, tout est calculé en temps réel, donc on n'a plus du tout de visibilité. On ne peut pas dire qu'un site est impacté par Panda ou Penguin. Ça n'existe plus. Donc Panda, il y a eu 26 lancements, donc on savait que Google disait, on a lancé Panda hier, donc si entre hier et aujourd'hui on avait perdu du trafic, on était impacté par Panda, parce que c'était à la date donnée par Google. Là, il n'y a plus de date, hein, puisque c'est entièrement intégré à l'algorithme, c'est en temps réel, ça fonctionne en temps réel. Donc Panda Penguin, on n'en entend plus parler, parce que c'est impossible de détecter aujourd'hui une pénalisation ou un impact de l'algorithme de Panda Penguin. Hummingbird, RankBrain, donc petit colibri, RankBrain, etc., qui est un peu le fils légitime ou illégitime, je ne sais pas, d'Hummingbird. Ce sont plutôt des algorithmes qui ont été mis en place pour mieux comprendre le sens de la requête, notamment RankBrain. RankBrain, vous avez peut-être entendu parler de RankBrain. C'est un algorithme qui vise à mieux comprendre. En fait, sur Google, chaque jour, il y a 15% des requêtes qui n'ont jamais été tapées auparavant. Donc chaque jour, Google doit traiter, je crois qu'il traite 3,3 milliards de requêtes par jour. Ben là-dedans, il y en a 15% qu'il n'a jamais vues, qui sont complètement nouvelles. Dans l'histoire de Google, il n'a jamais vu ces requêtes. C'est énorme, hein, 15%. Donc RankBrain, c'est un algorithme qui a vocation à mieux comprendre ces nouvelles requêtes et à essayer de fournir un résultat. Donc mieux comprendre sémantiquement ces nouvelles requêtes et qui a vocation à répondre à ces questions. Pour le SEO local aussi, il y a eu Pigeon, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur nom pour un algorithme, enfin bon, et Opossum en 2015 aussi. Voilà. Google aime bien les bébêtes, donc il donne souvent, ou c'est la communauté d'ailleurs qui donne un nom aux algorithmes, aux updates. Donc je l'ai dit tout à l'heure, hein, Google c'est 2500 changements d'algorithme ou d'interface par an, donc 6 à 7 par jour, donc en fait ça bouge énormément. Parfois, ça bouge un peu plus. Hein. L'année dernière, le 1er août, on a eu une grosse update, hein, Médic. Et puis là, il y a eu le 12 mars, il y a eu Florida 2. Quand c'est vraiment chaud, la communauté donne un nom. Bon, ben, effectivement, alors Google, moi je vais en parler, Google ne communique plus du tout sur ces nouvelles mises à jour. Donc c'est à nous de trouver. Et en général, on ne trouve pas d'ailleurs. Donc il y a eu des nouveautés aussi, donc les balises schema.org, qui sont les balises sémantiques, à intégrer absolument. Il y a des balises qui permettent, des balises schema.org, c'est des balises qui permettent de dire, ben, ça c'est telle information, ça c'est l'adresse postale, ça c'est le nom de la personne, ça c'est le nom de la société. Alors c'est des balises, qu'on appelle ça des balises de données structurées, qui permettent de mettre des étiquettes sur des champs dans les pages. Donc ça c'est vraiment à intégrer absolument. Les balises de pagination, bon, on a appris la semaine dernière qu'elles étaient abandonnées, donc je ne vais pas en parler plus. Sympa, parce que Google a même dit, ah mais ça fait plusieurs années qu'on l'utilise plus ça. Ouais, merci, mais ça fait plusieurs années que tu nous dis de le faire quand même. Donc bon, voilà. La communication Google, pas toujours parfait. Les balises canonical, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais chaque page d'un site web doit avoir une balise canonical. Soit une page est dupliquée d'une autre, et la page a une balise canonical qui dit « je suis dupliqué et voici l'original », soit la page elle est canonique, c'est l'original, et elle a une balise canonical qui dit « voici l'adresse de ma page canonique ». Donc, sans rentrer dans les détails techniques, toutes les pages sur un site doivent avoir une balise canonical. S'il y a des questions tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Les balises hreflang qui vont indiquer à Google, par exemple, .fr, .be, .ch, 3 sites en français, donc on peut se dire, oula,
contenu dupliqué. Non, la balise hreflang, elle va dire fr-fr en français pour la France, fr-be en français pour la Belgique, fr-ch en français pour la Suisse. Et ça fonctionnera. Donc on peut tout à fait avoir des sites identiques dans la même langue pour des pays différents. Et ça va fonctionner, c'est la balise hreflang qui va faire le boulot. Et puis donc la nouvelle Search Console, hein, qui est un bel outil, hein, la Search Console, anciennement Webmaster Tools, avec la nouvelle qui va encore qui va encore avoir des nouveautés jeudi qui arrive, donc un vrai outil, je vais en reparler, mais un vrai bel outil pour suivre l'indexation, avoir la vision que Google a de votre site. Ce qui ne fonctionne pas ou peu en SEO, donc le temps de chargement des pages. Moi je m'excuse, mais j'ai jamais vu un site, on ne m'a jamais montré d'exemple de site qui améliore ses temps de chargement et qui gagne des places sur Google. Bien sûr, le temps de chargement des pages est super important pour l'internaute, hein, et c'est évident. C'est important pour le robot aussi, pour meilleure exploration, meilleur crawl, donc tout ça c'est très bien. Par contre, en tant que critère de pertinence, j'ai aucun exemple qu'on puisse vérifier, hein, vraiment, sous la forme d'une causalité, d'une relation de cause à effet. J'ai fait ça, j'ai gagné 2 places. J'ai jamais vu ça. L'HTTPS, pareil, c'est un nouveau standard. Bon, je prendrai après parce que sinon on risque de déborder. L'HTTPS, pareil, c'est un nouveau standard. Bon, un site aujourd'hui, il est en HTTPS, point. Voilà, c'est un nouveau standard. On ne gagne pas une place avec ça non plus, mais c'est le standard. Compatibilité mobile, oui, peut-être, je ne sais pas. De toute façon, on ne passe pas un site en compatible mobile pour le SEO. On le passe parce que beaucoup d'exploration se fait sur mobile aujourd'hui et qu'en règle générale, un site il doit être compatible mobile. Si ça aide au SEO, tant mieux, je ne suis pas totalement persuadé, mais peut-être que si, après tout, j'en sais rien. Mais ce n'est pas la motivation. La motivation du fait d'avoir un site compatible mobile, ce n'est pas le SEO, c'est le fait d'avoir un site qui puisse être visible par le plus de personnes possible. Le taux de rebond n'est pas pris en compte par Google, ça c'est clair. Le taux de rebond, c'est les gens qui ne regardent qu'une page sur votre site et qui repartent. En règle générale, tout ce qui est UX, donc expérience utilisateur, le fait que les internautes, le nombre de pages regardées, le temps passé sur un site, le trafic, soit c'est pas du tout pris en compte, soit ça a un poids tellement faible que ça se voit pas en fait et encore une fois, je ne parle que du SEO bien sûr, hein, il faut, même le taux de rebond, le taux de rebond n'est pas du tout un critère de pertinence du contenu. On ne peut pas associer un taux de rebond avec un critère de pertinence de contenu. Mais bien sûr que le UX est super important. Hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire du UX. Hein, bien sûr que l'expérience utilisateur est capitale sur un site. Mais en termes de SEO, franchement, je ne sais pas. Je ne vois pas. En tout cas, moi je suis très pragmatique dans mon approche du SEO. Si je teste, si j'arrive pas à trouver pourquoi, ça me dit bah non, j'attends de prouver le truc, quoi. Donc les vrais critères de pertinence Google, en fait, ils ont assez peu changé depuis 10 ans. Hein. C'est plutôt du travail de minutie, de code, de texte, etc. Il y a des nouvelles balises, bien sûr, qu'il faut intégrer, mais le cœur de la bête, hein, finalement, il a assez peu changé en 10 ans. Le métier de SEO a changé, les sites sont devenus plus complexes. Hein. Je parlais tout à l'heure du site qui avait été fait avec une plateforme, bon, c'était à l'extrême, hein, mais bon, il y a des sites qui sont faits en AngularJS, avec beaucoup de JavaScript ou des plateformes sur lesquelles il y a beaucoup de JavaScript. Bon, Google s'adapte, hein, tant plus qu'AngularJS c'est un produit Google, donc, mais n'empêche qu'il y a des sites qui sont complexes en AngularJS ou avec d'autres plateformes JavaScript qui sont complexes à comprendre pour Google. Donc, en utilisant des plateformes complexes, on met aussi des pavés ou des obstacles sur la route de Google. C'est pas négligeable. Le métier est aussi devenu certainement plus technique aujourd'hui. Hein. Il faut quand même avoir bien les mains dans le cambouis, surtout bien comprendre le CMS, bien comprendre la plateforme. Avant de faire du SEO, on doit être un expert de la plateforme utilisée. Franchement, parce qu'en fait, on dit ok, moi je le vois dans des formations, je dis ouais mais vos titles ils sont pas bons. Eh ouais mais vos H1 ils sont pas bons. Il n'y a pas de H1. Mais oui, mais je ne sais pas comment mettre un H1. Je ne sais pas comment toucher le title. Oui, mais si on ne connaît pas le CMS, si on ne connaît pas la plateforme
Ah ben oui, c'est sûr que c'est difficile de faire du SEO. Et c'est pas évident. Donc en fait, il faut vraiment passer du temps à essayer de bien comprendre sa plateforme. Et derrière, les modifications, elles sont beaucoup plus faciles à mettre en place. Hein. C'est logique. Hein. Et certaines plateformes sont complexes, vraiment, vraiment complexes. D'autres sont plus faciles. Hein. Mais même, on dit souvent WordPress, machin, tout ça, c'est bon. Mes sites sont sous WordPress, donc il n'y a rien à dire. C'est une plateforme plutôt bien fichue. N'empêche que si on veut faire un site WordPress bien optimisé, moi, j'ai jamais vu un thème WordPress optimisé SEO. J'ai jamais vu ça. Et les pires, c'est souvent ceux qui sont marqués optimisé SEO. Donc, il y a un travail à faire, de faire un thème enfant, on fait un copier-coller du thème, ou on travaille sur un alias quelque part. Et il y a toujours du travail à faire pour optimiser vraiment un thème. Voilà. Si un jour on me montre vraiment un thème, je dis super, mais moi j'en ai jamais vu. J'ai jamais travaillé sur un thème WordPress vraiment optimisé avec tout ce qu'il faut là où il faut. Bon. L'analyse du duplicate content, c'est un vrai travail, un vrai gros travail aujourd'hui du contenu dupliqué sur un site, sur un même site ou sur des sites différents. Le problème n'est pas le duplicate content, c'est pas une notion de pénalité de la part de Google. Google ne pénalise pas le duplicate content. C'est juste lorsqu'il y a plusieurs versions, plusieurs fois le même contenu, il n'y en a qu'un qui a la visibilité, que ce soit sur un site ou entre plusieurs sites. Donc si ce n'est pas vous qui êtes canonique, si ce n'est pas vous qui avez la visibilité, ben, ok, vous ne serez pas pénalisé, vous ne serez pas puni par Google, c'est juste que vous n'aurez pas de visibilité, c'est tout. Donc l'idée c'est plutôt d'être l'original, c'est plutôt ça. Donc un gros travail de désindexation aussi, hein, de ne montrer à Google que le contenu important, le contenu de qualité. Beaucoup de travail d'analyse de crawl, d'analyse des logs, ça je vais en parler avec les outils tout à l'heure. La notion de budget crawl, ce sont les ressources que Google alloue au crawl de votre site, à l'exploration de votre site. Google ne va pas toujours lire tout le contenu de votre site, il va allouer des ressources à un site. Et il faut que sur ces ressources-là, sur le temps ou le nombre de pages qu'il va explorer, il faut qu'il n'y ait que des pages de bonne qualité. S'il crawl et s'il perd du temps à explorer des pages qui sont de faible qualité, ben c'est autant de temps qu'il ne passe pas à explorer les pages de bonne qualité. Donc du coup, ce sera moins bon référencement. Donc il y a vraiment un travail sur ce budget crawl et pour ne montrer à Google que les pages de bonne qualité et éventuellement désindexer les autres. On parle aussi de pages zombies parfois, c'est Olivier Dufès par exemple qui a fait les pages zombies, qui est un peu la même vision. L'arrivée de la data aussi, alors sur les très gros sites, il y a beaucoup de travail aussi sur la big data, sur le traitement des données. Et donc ce que je disais, faire du SEO, c'est avant tout parfaitement connaître le CMS, et c'est pas si évident que ça de connaître un peu les entrailles de la plateforme utilisée. On le voit aussi sur des sites par exemple qui sont faits sous Wix ou sur Jimdo, etc. C'est bien pour apprendre, sauf que ces outils-là, à un moment donné, c'est des outils propriétaires, donc on bloque. On peut pas. Il y a si Wix, Jimdo ou iMonSite ou les autres, ils disent ça, ben non, ça vous pouvez pas faire, ben vous pouvez pas faire. C'est terminé. Donc l'idée, in fine, c'est toujours d'avoir son propre site et d'avoir la main sur le plus de choses possible. La part de la sémantique est plus forte aussi, les liens bien sûr. Alors les liens spammy, les liens que Google considère comme de faible qualité, aujourd'hui, ils ont plus tendance à être ignorés que pénalisés. Bon, c'est fait partie des longues discussions que j'ai avec certaines personnes chez Google, parce que tous les référenceurs, on a souvent des contacts chez Google avec qui on peut discuter. Je ne suis pas sûr que d'ignorer les liens de faible qualité, ce soit une bonne chose, mais bon, je pense qu'ils s'en foutent un peu de ce que je pense, donc mais c'est pas grave, je le dis quand même. À un moment donné, il faut pénaliser, parce que sinon, on ouvre la boîte de Pandore et c'est un peu compliqué. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de spam. Hein. Donc je ne rentre pas dans les techniques de spam et les techniques de manipulation des algorithmes, mais il y en a quand même beaucoup aujourd'hui. Quand même, pour moi, un problème. Donc Google communique mieux quand même en règle générale, notamment avec Danny Sullivan pour la partie anglophone et puis Vincent Courson, donc pour la partie francophone, Vincent qui est à Dublin. Voilà, meilleure communication, c'est pas encore parfait, mais enfin, communique mieux. Par contre, plus de communication sur les updates, sur les mises à jour. Donc là, par exemple, le 12 mars, il y a eu une grosse modification de l'algorithme de pertinence, du cœur de l'algorithme, du core update, ils appellent ça. Là, ils disent, ouais, on a modifié l'algorithme. Merci, au revoir. Bon, démerdez-vous avec ça, quoi. Bon, et en général, on n'arrive pas à trouver, en fait, parce que depuis 2 ans, les updates, les grosses mises à jour de Google,
J'ai notamment Medic le 1er août l'année dernière. J'ai travaillé sur pas mal de sites qui avaient perdu du trafic suite à Medic. Il y avait un site, il y avait trop de pubs, l'autre site c'était des pages de faible qualité, un autre site c'était du backlink de faible qualité. Alors on arrive toujours à peu près s'en sortir, mais il n'y a pas de ligne directrice en fait. Il n'y a pas du Panda. Panda c'était le contenu, Penguin c'était les liens, ok. Aujourd'hui en fait ça touche un peu tout. L'idée c'est vraiment de faire le meilleur travail possible. Et puis un site, ce que je vois, ce que je vois a priori, je dis bien a priori, c'est qu'un site qui est bien fichu, bien fait, avec du contenu de qualité, il passe plutôt outre toutes ces grosses updates de Google. Alors c'est pas gravé dans le marbre, hein, mais on a moins de risques d'être pris. Alors quelques chiffres rapidement, bien sûr. Si je vous dis que Google est le moteur de recherche le plus utilisé, oui, bien sûr. En France, c'est 93-95% de recherche. Il y a quelques pays qui résistent encore un peu. Hein. La République tchèque avec Seznam qui a 12%, 13% de requêtes. La Russie avec Yandex qui est leader. La Chine avec Baidu, 65% de part de trafic. Le Japon avec Yahoo, 22%. La Corée du Sud avec Naver, DOM. Voilà, c'est des pays où Google n'est pas leader, il n'y a que la Russie et la Chine. Après, il y a des pays où il y a encore quelques moteurs qui arrivent à sortir un peu de la tête de l'eau. Puis sinon, partout, même en Corée du Nord, c'est Google. Enfin, je ne sais pas d'où viennent les stats d'ailleurs, enfin, c'est encore un autre problème. Mais c'est vraiment Google partout. Donc en fait, le référencement aujourd'hui, c'est Google.